Bonjour. On m'avait donné comme intitulé le risque démographique au singulier, mais il y a plusieurs risques démographiques. La démographie, est souvent utilisée pour faire peur. Alors, on a eu peur de l'explosion démographique. Et puis cette explosion, une fois, et vous allez le voir, j'en dirai un mot, une fois qu'elle est en train de faire long feu, on a peur du vieillissement démographique. Et puis, étant donné les conséquences de l'explosion, on a peur de l'invasion du Sud. Et là, je vais prendre la suite de mon ami Jean-Louis Guigou. Et je vais essayer de vous montrer que cette peur de l'invasion est irraisonnée et assez contraire aux faits, d'abord. Donc, c'est un des risques démographiques que je vais progressivement exclure. Puis un autre risque qui, cette fois-ci, était lié aussi à l'explosion démographique, c'est y aura-t-il assez de nourriture pour une population peut-être de 9 milliards ou de 10 milliards d'habitants. Donc je parlerai, pour terminer, de la question qu'on appelle parfois du risque alimentaire et de son rapport à la démographie. Alors, ce risque, commençons par l'invasion. Ce risque d'invasion, il est nourri par l'idée qu'au sud de la Méditerranée, les populations avaient une forte fécondité, même une très forte fécondité, et que l'Europe a une faible fécondité, à peu près 1,5 enfants par femme. Et ça a donné lieu, par exemple, voilà un graphique qui était dans l'excellent rapport Ramsès de 1987, qui fait une comparaison entre les naissances en Afrique du Nord. Vous voyez ce qui est écrit, les naissances en Afrique du Nord. Alors, c'est celles qui sont au-dessus. On est en 1987, c'est le trait bleu. Oui, il y a un petit décalage qui est lié à l'informatique, c'est pour l'échelle. Mais il faut imaginer que 1987 est sur le trait bleu et 2010 est tout au bout. Donc, on part en 1960 et on arrive en 2010. Et le rapport date de 1987. Donc c'est pour ça qu'à partir de 87, vous avez une fourchette et vous voyez le haut, c'est Afrique du Nord, c'est les naissances en Afrique du Nord, et le bas, c'est les naissances marquées communauté européenne. On est en 1987. Alors bien sûr, Montbrial, qui dirige l'IFRI et qui est un des organisateurs du rapport Ramsès, dans son introduction, il dit que ce n'est pas très grave. Si, par exemple, on peut imaginer que sur la frontière de l'Elbe, les troupes turques remplacent les troupes allemandes, puisque les Turcs vont être très nombreux. Alors, ça serait un peu bizarre d'ailleurs que sur la frontière de l'Elbe, maintenant que l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sont réunifiées, on voit des troupes turques. Mais en plus de ça, on est étonné de la disproportion. On se dit comment l'Afrique du Nord est à ce point-là plus féconde, parce que si elle est à ce point-là plus féconde, ça veut dire que dans 20 ans, les naissances, ça sera des jeunes de 20 ans, et donc la population va être beaucoup plus nombreuse, et donc la population européenne, elle, au contraire, va diminuer, et il va y avoir ce qu'un auteur du 19e siècle disait, sous la forme d'un vulgaire courant d'air appelé invasion, c'est-à-dire que des hautes pressions vont se déverser sur les basses pressions démographiques. Alors quand on regarde bien ce graphique, le voilà résumé, c'est l'Afrique du Nord, mais vous voyez que j'ai mis des guillemets, Afrique du Nord et CE12. Alors ces guillemets, pourquoi je les mets ? Parce que la CE12, on n'est plus dans la CE12, on est dans une Union européenne à 27. Et voilà les naissances réelles qui sont produites jusqu'en 2010 en millions de naissances dans l'Union européenne. C'est ça la réalité. L'Europe des 12 n'a plus aucun sens. Quant à l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, dans le rapport Ramsès, il y a une petite note qui dit c'est l'Afrique du Nord au sens des Nations Unies. Alors quand on regarde bien, on ouvre le site des Nations Unies, la définition de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord comprend la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Soudan. Alors vous voyez, ça fait beaucoup, l'Afrique du Nord. Pour un Français, l'Afrique du Nord, ça signifie le Maghreb, sans aucun doute. Si vous vous limitez même à Afrique du Nord plus Égypte plus Libye, vous voyez que vous avez le trait en pointillé
Et si vous prenez le Maghreb, voilà l'évolution des naissances au Maghreb. Donc vous voyez que vous partez d'une comparaison où l'Afrique du Nord écrase l'Europe et vous arrivez à une conclusion absolument inverse. Il y aurait même de quoi si on publiait les 2 dernières courbes, UE27 et Maghreb. Pour le Maghreb, il y aurait de quoi craindre même une invasion de l'Europe à nouveau, puisqu'on est beaucoup plus nombreux en termes de naissance. Autrement dit, ces comparaisons n'ont pas grand sens. C'est une mise en scène, assez largement une mise en scène pour faire peur. Si on voulait vraiment faire peur, je vous ai mis ici, telles qu'elles sont prévues jusqu'en 2100 par les Nations Unies, et je vais revenir sur cette question de prévision, les naissances en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Alors là, vous voyez que c'est tout à fait autre chose. En Afrique du Nord, j'ai pris les 3 pays, j'ai ajouté la Libye, et en Afrique de l'Ouest, j'ai seulement pris l'Afrique de l'Ouest proprement dite, c'est-à-dire les pays du Golfe de Guinée et les pays du Sahel. J'ai ajouté le Cameroun et le Tchad. C'est vraiment la partie Afrique de l'Ouest. Et regardez la disproportion. L'Afrique du Nord devient, en termes de naissance, un nain politique. Donc si on appliquait la méthode du rapport Ramsès, ce n'est pas à nous de craindre une invasion d'Afrique du Nord, c'est l'Afrique du Nord qui devrait vraiment craindre une invasion de l'Afrique de l'Ouest. Regardez cela, les naissances pèseraient à terme près de 10 fois les naissances de l'Afrique du Nord. Alors vous me direz, c'est un peu en train de se passer. Oui, mais c'est en train de se passer sous une autre rubrique, c'est-à-dire que les Européens sont persuadés qu'en fait, les migrations d'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Nord sont uniquement des migrations de transit. Et donc, il s'agit de les contrôler parce que l'Afrique de l'Ouest aussi, et à nouveau, la théorie de l'invasion, représente une menace pour l'Europe. Vous savez d'ailleurs qu'une flotte internationale de l'Europe patrouille jusqu'au large du Sénégal pour intercepter les radeaux d'immigrés. Et qu'une politique a été mise en œuvre qui s'appelle la politique du voisinage. Les pays d'Europe, de l'Union européenne, aident le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et même maintenant la Libye à contrôler leurs frontières sud en échange d'un certain nombre de moyens, notamment de moyens de contrôle et puis de moyens militaires. Mais ça n'a pas de sens. Un remarquable maître de conférence de cette ville, de Aix, Ali Ben Saad, a beaucoup travaillé sur les migrations au sud de l'Algérie, entre l'Algérie et le Sahel, entre la Libye et le Sahel, entre la Mauritanie et le Sahel. Il a montré qu'il y a beaucoup de migrations traditionnelles et que ce n'est pas du tout des migrations de transit, qu'elles s'insèrent dans une logique économique qui d'ailleurs reprendrait en partie la logique économique que décrivait Jean-Louis Guigou à propos des rapports entre l'Europe et le Sud. Donc cette idée d'invasion, cette idée de mouvement des populations comme si les individus étaient des atomes d'eau ou des atomes d'air ou des molécules d'air qui circulaient au gré des pressions n'a pas du tout de sens. Les individus circulent au gré des espoirs économiques qu'ils espèrent tirer de leur déplacement. Ils sont des sujets économiques au plein sens du terme. Ils migrent non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons existentielles, pour se réaliser. Donc ils choisissent où ils vont migrer. Ils ne sont pas des particules qui sont laissées au gré de forces de pression. Alors, est-ce que ces prévisions, en plus de cela, on peut leur faire confiance? Je vais là mettre un second point à mon exposé, c'est le rapport entre risque et prévision. Les risques sont d'ailleurs, l'idée de risque est née avec l'idée de prévision. Il n'y avait pas d'idée de prévision jusqu'à la fin de la Renaissance parce que l'horizon était celui du jugement dernier. Donc il n'y avait pas de raison de faire de la prévision. Tout était organisé pour avoir une fin relativement proche. Même Newton y croyait encore. Il a fait des calculs sur la fin du monde, la date possible de la fin du monde. Il pensait qu'elle était relativement proche, de l'ordre de quelques centaines d'années. Puis progressivement, l'idée de prévision s'est fait jour et c'est lié à l'idée de risque, pouvoir anticiper l'ampleur des risques. Ça a aussi donné
la naissance du calcul des probabilités. Donc la prévision pour la question du risque est essentielle, mais c'est quelque chose de fragile, on n'arrive pas à prévoir à très long terme, ni même à long terme. Et là, je vous mets simplement les prévisions qui ont été faites pour la population française et qui ont été transmises aux Nations Unies par l'INSEE. Et ce que vous voyez à chaque date, c'est la date de la prévision. Donc vous voyez sur la ligne du bas, c'est-à-dire en horizontal, c'est les années, donc l'année de départ de la projection, puis vous voyez les années jusqu'où on projette. Maintenant, vous voyez qu'on projette jusqu'en 2050. Et puis, sur la verticale, j'ai mis la population en millions. Et regardez, en 63, en 68, en 73, il y avait un optimisme. On pensait que la population française allait continuer à s'accroître. Et puis, à partir des années 70, il s'est produit une baisse de fécondité. Alors là, il y a eu un pessimisme. Regardez 1990, 1994, on ne croit plus à la croissance démographique en France, donc on prévoit qu'en 2050, la population aura déjà diminué par rapport à 2025 et qu'elle sera autour de 60 millions d'habitants. Puis la fécondité remonte un peu, alors les prévisionnistes se mettent à reprendre espoir. Vous voyez que 2004 est un peu au-dessus, et là-dessus, la fécondité revient en 2005 à 2 enfants par femme en moyenne, et alors là, l'enthousiasme repart, et vous voyez que 2010, on prévoit à peu près 73 millions de Français. Regardez qu'entre 1994 et 2010, donc en 16 ans, l'estimation de la population française pour 2050 est passée de 61 millions à 74 millions. C'est pas rien quand vous faites des prévisions économiques là-dessus. Ça vous montre à quel point la prévision est sensible à l'état d'esprit du moment, et ça vous apprend à vous défier de la prévision. Alors il y a des cas pires, voilà le cas de l'Iran. En l'Iran, regardez la prévision en 1994, je ne vais pas entrer dans le détail des autres, mais regardez 1994, c'est des prévisions cette fois-ci faites par l'Iran, mais validées par les Nations Unies. On les trouve sur le site, enfin on trouve les dernières sur le site des Nations Unies. Prudemment d'ailleurs, le site des Nations Unies ne donne pas les prévisions précédentes, sinon ça créerait un certain doute. Eh bien, si vous retrouvez dans la bibliothèque de votre université 1994, vous verrez la courbe rouge et voyez qu'on prévoyait en 1994 pratiquement 165 millions d'Iraniens en 2050. Quand on voit ce que représente l'Iran, bon, ça fait un peu peur quand même. Et puis là, maintenant, en 2010, vous voyez qu'on en prévoit même pas 80, à peu près 82 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 1985, la fécondité iranienne était de 6,5 enfants par femme, et puis, brusquement, pour des raisons qui seraient longues d'expliquer, elle s'est mise à diminuer tellement vite qu'arrivée en 2005, elle n'était plus que de 2 enfants par femme, et elle est maintenant de 1,65, très nettement au-dessous de la France. Du coup, en 1994, c'était pourtant 9 ans après le début de la baisse, les projecteurs n'avaient pas encore saisi le mouvement, ils doutaient de sa durée. Et puis finalement, ils s'en sont rendus compte et ils l'ont aligné, peut-être d'ailleurs qu'ils se sont trompés, que ça va un peu remonter, que ça sera plus haut quand on fera une prévision en 2020 que celle donnée en 2010. Mais ça vous donne la gamme du simple au double sur 40 années pour un grand pays qui a de bonnes statistiques. On se trompe à ce point-là. Donc la prévision est bonne dans des mesures, dans des limites de temps relativement modestes. Et je crains que ça soit vrai, pas simplement pour la prévision démographique, mais pour la plupart des prévisions. Vous voyez qu'ici, c'est la première prévision moderne faite en France, c'est par Alfred Sauvy en 1931. Et on utilise la méthode qu'utilisait Alfred Sauvy. Il n'y a pas eu de progrès général de ce point de vue-là. Il avait 2 hypothèses pour la France. Il avait une hypothèse qui était de 40 millions, un peu au-dessous, 39 millions en 1980 ou 29 millions. Vous avez vu tout à l'heure qu'en 1980, la France avait largement dépassé les 50 millions. Mais regardez un peu sur ce graphique, j'ai mis les 2 hypothèses de Sauvy en 1931 et la réalité en rouge. Et vous voyez que jusqu'à la guerre de 40, la prévision de Sauvy est très bonne. Elle passe exactement entre les 2 limites, et puis après, elle est très mauvaise. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, un démographe aussi cultivé
avec une aussi grande connaissance de l'économie et de la politique que Sauvy, vous ne pouvez pas lui demander de prévoir la guerre de 1939, le résultat de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, l'émigration et le boom économique après la Seconde Guerre mondiale, le baby-boom. C'est pas possible. Ou alors, si vraiment il pouvait prévoir ça, faut l'engager le gouvernement doit l'engager immédiatement. Il est bien meilleur que toutes les boules de cristal. Donc, et regardez, la même chose a été faite à l'époque par Enid Charles qui dirigeait les statistiques anglaises. Et vous voyez qu'en 1935, les Anglais pensaient imaginable la courbe B pour 2035, donc dans pas si longtemps. Ils estimaient imaginable qu'il ne reste que 5 millions d'Anglais en 1935. Ouais, ça vous fait rire, mais... Et en rouge, je vous ai mis à peu près ce qu'on a eu. Ça continue lentement, mais vous voyez que la même chose que Sauvy. Au début, c'était même pire que l'hypothèse qui amenait à 5 millions. Mais même chose, tout a changé du point de vue des circonstances extérieures. Autrement dit, la démographie, la population, à court terme, c'est relativement indépendant, mais à long terme, ça fait partie d'un système beaucoup plus large. Alors, ça a une fonction, et ça va être, je crois, un de mes derniers graphiques, ça a une fonction qui est une fonction assez largement aussi politique, ce genre de prévision. D'ailleurs, Sauvy, qui était assez triste de l'échec de sa prévision de 1931, il n'en a jamais refait par la suite, et il avait un adage, il disait « prévoir pour ne pas voir ». C'est malin, c'est vrai qu'il y a une interaction, au fond, il voulait dire la prévision, si elle fait peur, va empêcher la réalisation de ce que l'on craignait. Alors, est-ce vrai en démographie ? Je ne le pense pas complètement, mais c'est parfaitement vrai dans de nombreux domaines de l'économie. C'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisatrices. Un exemple, d'ailleurs, a été donné au tout début de la Datar de ce genre de prévision pour faire peur. C'est ce que la Datar avait appelé des scénarios de l'inacceptable, c'est-à-dire imaginer le pire. Et Jean-Louis Guigou, au tout début de son exposé, a indiqué qu'il y avait actuellement des scénarios du pire, qui étaient aussi 2 scénarios, a-t-il indiqué, élaborés, et dont le rôle, justement, est de faire peur, de dire voilà ce qui va nous arriver si on ne se reprend pas. Bon, se reprendre en matière de population, je pourrais en dire un mot, mais ce n'est pas si facile que cela. Et là-dedans, cette peur, c'est aussi une peur politique. Et je vous ai mis ici la projection pour 2 pays, les États-Unis et la Chine, la projection de 1994 et de 2010. En 1994, vous voyez que les États-Unis, la projection allait jusqu'en 2050, et en 2010, les Nations Unies sont allées jusqu'en 2100. La projection la plus ancienne, vous la voyez en petits traits qui sont continus, et c'est tout en bas. Vous voyez que les États-Unis devaient atteindre 300 millions d'habitants, un peu plus 320 millions d'habitants en 2050, et la Chine, à la même époque, vous le voyez tout en haut, c'est le point le plus haut, devait atteindre plus d'1,6 milliard. Autrement dit, les Américains auraient été 5 fois moins nombreux que les Chinois. Autrement dit, le rapport entre l'Amérique et la Chine aurait été en 2050, selon 1994, aurait été le même que le rapport de la population de la Belgique à la population de la France. Il y a de quoi faire peur aux Américains quand même. Et regardez en 2010. En 2010, la Chine, avec sa politique de l'enfant unique, ça y est, elle est tombée à peu près 900 millions d'habitants en 2100. Et les Américains, notamment par leur politique d'immigration, ils ont une fécondité assez élevée aussi, atteignent presque les 500 millions. Désormais, ça veut donc dire que la Chine, en 2100, aura une population qui sera moins du double de celle des États-Unis. Du coup, on est dans un rapport à peu près du genre France-Espagne ou bien France-Pologne. Donc, c'est des pays à peu près équivalents. La représentation du monde qui se dégage de cette seconde prévision est tout à fait différente de celle qui se dégage de la première, et elle infuse un certain nombre d'analyses et même de décisions qu'on peut prendre. Alors, je vais terminer d'ailleurs ce point par qu'est-ce qui va arriver, cette fameuse explosion démographique. Voilà les hypothèses faites par les Nations Unies. Une est dite haute, une moyenne, et vous verrez la basse pour terminer.
Mais regardez la moyenne parce que c'est celle que vous voyez toujours. Et vous voyez qu'on arrive en 2050 à ce chiffre que vous avez tous entendu, 9 milliards 300 millions d'habitants. Vous voyez que ça ralentit un peu, mais on est sur une courbe de croissance. Mais il y a un autre graphique fait avec les mêmes données exactement, c'est le graphique du taux de croissance. Au fond, c'est la dérivée. S'il y a ici des mathématiciens de très haut niveau. Et voilà la dérivée, voilà l'évolution du taux annuel de croissance de la population mondiale depuis 1950. Vous voyez que jusqu'en 1965, entre 65 et 70, d'ailleurs chaque point représente 5 ans, mais c'est des taux de croissance annuels, la croissance a augmenté. On est arrivé dans la quinquennée, dans les 5 années 65-70, à 2,1% de croissance annuelle. Ça veut dire un doublement en à peu près 32 ans. C'est un rythme extraordinairement rapide. Mais regardez après, le taux de croissance a, pas totalement régulièrement, mais assez régulièrement baissé. Et selon la manière dont on poursuit cette baisse, en faisant des petites régressions linéaires, vous voyez que ça va baisser jusqu'au moment 2040 ou 2050, on va atteindre zéro. Et atteindre zéro, en termes de taux de croissance, ça veut dire que la population se stabilise et qu'ensuite, elle va diminuer. C'est une vision donc tout à fait différente avec ce graphique. C'est les mêmes données, mais selon que vous mettez les données en termes de population ou en termes de croissance, vous avez une vision tout à fait différente de l'avenir. Donc vous voyez, c'est même pas simplement, comme dans les exemples précédents, le fait qu'on ait fait des prévisions à deux époques différentes, donc on ait des chiffres différents. Ici, c'est avec les mêmes chiffres. Et par la façon dont on traduit ces chiffres, on peut donner une image très différente de la croissance. Alors, cette image d'un plafonnement, c'est aussi celle que donne, vous voyez ici, j'ai ajouté la basse hypothèse des Nations Unies qui donne un plafonnement vers 8 milliards d'habitants. Donc on ne sait pas, bien sûr, où le plafonnement va se produire, mais l'idée générale est qu'on est en train de se diriger vers un plafonnement de la population mondiale à relativement moyen terme, peut-être entre 2045 et 2060, pour donner... alors bien sûr, s'il n'y a pas tous les accidents, genre guerre mondiale, baby-boom ou baby-crash, enfin, j'en passe, et des meilleurs. Hein. Alors, là, c'est aussi pour dire quelle est cette croissance résiduelle en 2050. Donc, je vous ai mis à nouveau 5 ans par 5 ans, quelle est la croissance de la population, et j'ai isolé une petite partie du monde. C'est l'Afrique de l'Est, du centre et de l'Ouest. C'est la zone intertropicale, la zone qui commence au Mali, au Tchad, qui va jusqu'en Éthiopie, puis qui descend et qui s'arrête à l'Angola, Mozambique, le sud de l'ancien Zaïre, de la République du Congo. Et vous voyez que désormais, alors qu'actuellement cette zone ne représente qu'un quart de la croissance de la population dans le monde, sa part va devenir de plus en plus importante et la prévision moyenne pour 2050 dit que ça représentera les 3/4. Autrement dit, ce qui restera de croissance de la population mondiale en 2050, même dans cette hypothèse moyenne qui, vous l'avez vu, surestime sans doute la croissance, eh bien, cette croissance sera extraordinairement localisée. C'est 75% de croissance de la population mondiale seront à l'intérieur de l'ellipse bleue, dans cette zone intertropicale de l'Afrique. Alors, aura-t-elle lieu? Que valent les statistiques là-dedans? On ne connaît pas la population du Nigeria à 15% près. Donc, attendons de voir avant de s'exciter sur cette question de croissance de la population mondiale. Voilà mon opinion. Maintenant, puisqu'on a vu la population mondiale et au fond, les projections que l'on fait de cette population, je vais discuter le second point qui est, est-ce qu'on pourra nourrir tout le monde? Ça va quand même augmenter. Déjà, vous savez qu'il y a pas loin de 1 milliard d'habitants qui sont sous-alimentés. Et périodiquement, on fait état de sécheresse, on fait état de sols qui deviennent improductifs. Pourra-t-on donner à manger à la population? C'est un très vieux débat. C'est le premier livre vraiment démographique qui soit apparu, c'est l'essai sur le principe de population de Malthus. Et vous
savez que dans cet essai, Malthus discute l'équilibre entre la population et les subsistances, avec une vision pessimiste, c'est que la population croît trop vite par rapport aux subsistances, et donc elle se maintient dans un état de pauvreté parce qu'elle est toujours au voisinage du plafond des subsistances qui s'accroissent, mais lentement. C'est ceux qui ont souffert aux examens, c'est la croissance géométrique de la population et la croissance arithmétique des subsistances. Et il y a une thèse inverse, je vous l'ai mis, c'est celle d'Esther Boserup. C'est un livre extraordinairement intéressant qui montre qu'au contraire, vraisemblablement, c'est la croissance de la population qui induit un progrès de l'agriculture. Sous la pression de la nécessité, à ce moment-là, on change les techniques agricoles et donc on a un progrès possible. Alors, cette vision, c'est comme si vous aviez au fond Madame Subsistance et Madame Population qui discutent et puis qui s'arrangent entre elles. Mais ce n'est pas du tout ça. Et je vais vous montrer qu'il y a un système et qu'il faut penser la question population et subsistance comme un système. Et pour le faire, je vais vous montrer un ensemble de décomposition de la manière dont ça se passe et je vais vous le montrer pour un humain en moyenne. Et vous voyez que c'est pour un humain, vous le voyez tout en bas, il est à 2800 kilocalories par jour. C'est la consommation moyenne d'un humain sur Terre. Et quelle est la production? Je vous l'ai mise en vert. La production de calories qui vont nourrir, qui vont produire ces 2800, c'est des céréales, 3000 calories produites, des végétaux, 2000, des animaux, 500. C'est la composition de notre nourriture. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un truc bizarre qui saute aux yeux, c'est qu'on produit 5500 calories et on en mange 2800. Ah, donc où est passé le reste? Comment produit-on? Commençons les animaux. Comment produit-on les 500 pour les animaux? Alors, il y a un petit peu de coquillages, de poissons, vous voyez, là, il y en a 30. Il y a des espaces naturels, des prairies, des steppes qui nourrissent des animaux, mais ça ne donne que 170 calories. Donc, vous voyez que pour avoir 500 calories de produits animaux, il manque 330 calories. D'où viennent-elles? Alors, avant de le voir, vous voyez aussi qu'il y a des pertes. Et je pense qu'on vous en a déjà parlé, je reviendrai un instant là-dessus. Les céréales, il y a des pertes parce qu'on ne mange pas toutes les céréales, parce qu'on les stocke mal, parce que certains produits sont dépréciés, et ainsi de suite. Même chose pour les autres végétaux, il y a des dates de péremption. Donc vous voyez qu'on perd beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il reste encore trop de calories. Et c'est le second point, à part la question de perte de calories, c'est la question de la production de la viande. Et voyez ce qui se passe. Pour compléter, pour arriver aux 500 calories produites de viande et de produits animaux, de lait, de beurre, d'œufs, etc., il faut les nourrir, et pas simplement avec les espaces naturels. Vous voyez le 1650 qui est en haut, on les nourrit avec des céréales et d'autres végétaux, et c'est pas rien. Vous voyez qu'on leur donne 1650 calories, et on n'en récupère que 300. C'est une vieille loi, la loi des chaînes écologiques, bien connue des biologistes, c'est-à-dire que quand vous donnez, par exemple, vous nourrissez des vaches et des bœufs, eh bien, pour 10 calories que vous leur donnez, vous ne retrouverez sous forme de viande qu'une calorie. Alors le rapport n'est pas le même selon les espèces. Si vous donnez à des poulets, vous pouvez leur donner moins de calories. Vous leur en donnez 4 ou 5 et vous en rendent une sous forme de blanc de poulet. Mais dans tous les cas, il y a une perte énorme. Vous voyez que sur 1650, on en récupère en termes de calories que 300. Et cette fois-ci, tout votre système est équilibré et vous comprenez comment marche la mécanique de l'alimentation. Ce système-là, ce n'est pas brutalement une production qui arriverait à une consommation. Ça, c'est un livre extrait d'un très bon... C'est une photo d'un graphique du livre de Marion Guilloux qui a dirigé l'INRA jusqu'à une époque récente, qui a fait une analyse. On n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est pratiquement la même chose si vous regardez bien. Elle trouve un petit peu plus de pertes, de gaspillage. Elle monte jusqu'à, pour le gaspillage, elle monte jusqu'à 1200 calories, alors que dans les graphiques, 1400 même, alors que dans les graphiques, moi je montais à 1050. Et inversement, pour les animaux, vous voyez que la perte est seulement de 1200, liée à leur fait qu'on les nourrisse, et la mienne, dans mon graphique, c'est 1350, c'est des détails, le fonctionnement est là. Autrement dit, il y a
suffisamment et très largement de quoi nourrir la population actuelle et même la population future si on résout deux problèmes du système qui sont le gaspillage, c'est cela dont on parle le plus souvent parce que ça a l'air facile, en fait c'est très difficile, et puis la question de la nourriture des animaux à partir des céréales et de produits de l'agriculture. Là, cette petite graphique, qui est presque finie, mais va vous montrer quelle est la partie des céréales et puis du soja qui est en noir, c'est à destination de la consommation humaine. Le graphique est même déjà un tout petit peu ancien, il remonte à 3 ans. Et quelle est la partie en bleu? C'est ce qui revient aux animaux. Vous voyez que pour le maïs, vous n'avez même pas 10% de la production du maïs qui est destinée à l'alimentation humaine. Le reste, c'est les animaux. Alors ces animaux, bien sûr, vous allez les manger si vous aimez cela, mais ils ne vous restitueront pas les 90%, ils vous en restitueront, c'est les chiffres que je vous ai dit. Si on donne tout ça seulement à des bovins, ben, ils vous en restitueront 9%. Si on le donne à des poulets, ben, ils vous en restitueront à peu près 20%. Vous voyez que l'orge sert uniquement aux animaux, et regardez le soja aussi, et ça pose, j'entre pas dans le détail des problèmes qui sont maintenant posés à des pays comme l'Argentine, qui ont reconverti de très larges surfaces, notamment qui étaient dédiées au blé, au soja, et qui l'exportent massivement vers la Chine et un peu aussi vers les États-Unis pour nourrir les animaux. En Chine, la consommation de viande a été multipliée par 30 en termes de volume au cours des 25 dernières années. C'est ça la réalité de la situation. Et regardez quelle est la différence de consommation des produits d'origine, des calories d'origine animale et des calories d'origine végétale. Dans certains pays, c'est des données de 2005, mais elles n'ont pas énormément changé. Ça a un peu baissé en France. Vous remarquerez qu'il y a des pays qui sont qui ne consomment pratiquement pas de calories animales. Le Bangladesh, c'est plutôt d'ailleurs des poissons cultivés dans les rizières, même le Nigeria. Et puis, regardez, la France, on est un des leaders mondiaux de la consommation de viande. C'est bon, hein, c'est pas pour vous décourager, mais un pays comme le Japon, par exemple, étant la moyenne mondiale, pour dire que c'est pas non plus si bas, la moyenne mondiale doit être de 17%. Mais en France, on aime ça. Et c'est pas la viande qu'on aime le plus, d'ailleurs, c'est parce qu'en France, il s'ajoute le fromage, le beurre, ce type de... Ben oui, c'est bon, hein, mais ça coûte cher en calories. Et regardez là, c'est un petit calcul. Ben, si on changeait de régime alimentaire, combien on pourrait nourrir d'humains? Alors, vous voyez que j'ai mis qu'on ne donne aucune production végétale pour les animaux. Ça veut dire qu'il reste quand même des animaux qui sont nourris par des prairies naturelles. Donc, vous n'êtes pas non plus... vous êtes même au-dessus du Nigeria et au-dessus du Bangladesh du point de vue calories animales dans votre alimentation. Et actuellement, les calculs, je crois, étaient de 2008, enfin ça ne bouge pas beaucoup, en 2008, on pouvait, avec la production de 2008, nourrir 10,6 milliards d'habitants. Donc on ne me raconte pas qu'il y a une limite de la nourriture, il y a une limite qui est causée par le mode d'alimentation. Regardez maintenant, oui, c'est parfait. C'est parfait, s'il m'en reste une et ça sera fini. Et regardez le mode d'alimentation pour les... toute la production végétale est à destination des animaux, à ce moment-là, vous pouvez nourrir actuellement que 2 milliards d'habitants. Situation actuelle, ben, c'était celle en 2008. Et si tout le monde se nourrissait comme les Français, on ne pourrait nourrir que 4 milliards d'humains. Donc la variable stratégique, elle est dans le système, c'est le gaspillage, 2, la quantité de production agricole que l'on donne aux animaux pour avoir une nourriture de type animal. S'y ajoute un point, mais la sonnette ayant résonné, je n'insisterai pas là-dessus, c'est qu'aussi les productions agricoles servent à tout maintenant, et notamment elles servent à des biocarburants, vous voyez la croissance de leur part, mais elles vont même bientôt servir, vous l'avez vu, à des plastiques, autrement dit, elles sont devenues des biens substituables, et donc elles entrent dans le système économique général, y compris dans la fixation des prix. C'est très dangereux. De plus en plus, le prix des céréales va être fixé par le prix de l'énergie, par le prix du pétrole, par le prix du gaz. Et donc, et c'est ma dernière diapositive, vous voyez que pour penser ce problème des risques
et de la relation entre population et subsistance, il faut analyser ce qui est entre les deux. Il faut analyser quel est le système de progression, quel est le style d'alimentation, mais surtout pas mettre l'un en face de l'autre, de la même manière que pour analyser la croissance démographique, il ne fallait surtout pas mettre en face les uns des autres le nord et le sud de la Méditerranée, mais entrer dans le détail et de ses évolutions et de la manière dont on faisait des prévisions. Tel était le sens de ma communication. Merci de votre attention.